Alors que le flou persiste quant aux possibles tarifs douaniers, Christine Fréchette fait le point avec le milieu économique. De notre côté, comme gouvernement, on sera prêt. On sera au rendez-vous. On l'a été dès le jour 1. Aussi, ce soir, un bris de service en obstétrique force la fermeture de l'unité de naissance à l'hôpital de Saint-Eustache. Ce qui est vraiment la situation la plus dangereuse, c'est l'instabilité de ces maternités-là, qui ferment, qui réouvrent, qui ferment, qui réouvrent. Des femmes enceintes devront faire jusqu'à 1 heure de route pour accoucher. Et c'est la 10e raquette mondiale, l'Américain Ben Shelton, qui remporte l'Omnium Banque Nationale. Il est 22 heures, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Le sprint final est bel et bien commencé à moins d'une semaine de la possible imposition de nouveaux tarifs douaniers de 50 % par les États-Unis. Is there anything you're able to tell us about how it's going? Just another day at USTR. À Washington, il y a eu une autre rencontre entre le représentant américain au commerce et Dominique Leblanc. Le ministre canadien a d'ailleurs publié sur X ce soir en disant que les négociations se poursuivent et nous continuons de mettre les intérêts du Canada de l'avant. Et pendant ce temps, à Montréal, eh bien, la première ministre Christine Fréchette souhaite trouver des solutions, elle qui a convoqué des ministres et des représentants de différentes industries aujourd'hui. Ça pourrait être des emplois en nombre considérable qui soient perdus. Certaines entreprises pourraient être amenées à fermer, advenant qu'il y ait imposition de ces tarifs-là. Il y a donc de nombreuses entreprises qui sont inquiètes, c'est le cas pour l'industrie du textile et du vêtement qui redoutent que le Québec perde une partie de son savoir-faire. Marie Cassimard. L'industrie du textile et du vêtement est encore bien vivante, surtout ici à Montréal, dans le quartier Chabanel. Et derrière ces portes, on fabrique encore du textile destiné à des marchés canadiens, mais aussi à des marchés européens et même américains. L'arrivée des tarifs de 50 % pourrait réellement changer la donne pour ces entreprises. Et c'est justement ce qu'on est venu voir aujourd'hui. Fait que là, j'ai 4 machines qui rentrent ici dans deux semaines. Vous êtes une jeune entreprise, ça fait 1 an, puis là, tu as le vent dans les voiles. Il y a beaucoup de projets, c'est excitant. On a une nouvelle, tu sais, l'équipe croît, on a des nouveaux employés. Tu nous as accueillis ici et là, tu nous as montré un petit peu vos installations. Donc, vous avez une vision, vous développez cette entreprise. Parmi ces visions, c'était de développer le marché américain. Ça a toujours été un marché de proximité pour nous. On a des clients, un réseau de fournisseurs, un réseau d'affaires. On arrive avec des choses vraiment intéressantes. Bon, pour le marché californien, pour New York, pour Miami. Donc, c'est vraiment des marchés qui étaient porteurs pour le plan d'affaires. Parce que là, j'ai entendu, donc je t'ai entendu parler au passé. Qu'est-ce que ça implique si le 19 août prochain, on en arrive à imposer des tarifs de 50 %? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est dévastateur. C'est un grand... Pour nous, c'est compliqué. Donc, nos clients adorent nos produits. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir payer une surtaxe de 50 % bon, poser la question, c'est peut-être y répondre. Si les tarifs douaniers sont bel et bien mis en place à compter du 19 août, ça va changer complètement le visage de l'industrie de la mode, du textile, de l'habillement au Québec. Explique-moi pourquoi. On parle ici d'un mouvement de délocalisation de la production. C'est donc dire que, comme on a vécu dans les années 90, quand Montréal était un plan manufacturier de vêtements, on a vu une délocalisation de la production vers le marché asiatique. Donc, notre savoir-faire de production a été impacté dans les années 90. On a vu, à l'inverse, un mouvement de relocalisation de la production de 2015 à aujourd'hui, donc un retour de la production de vêtements vers Montréal pour plusieurs raisons, des raisons éthiques, sensibles à l'environnement. Si un tarif si important venait à frapper notre secteur, c'est certain qu'il y aurait une délocalisation de nouveau de la production vers des pays qui sont moins impactés par les tarifs américains. Puis là, concrètement, là, juste pour nous donner une idée, ton usine fait combien de pieds carrés? Tu as combien d'employés? Ça représente quoi ici? Là, en ce moment, on a 45 000 pieds carrés. On a une douzaine d'employés. On devrait être autour de 60 d'ici la fin de l'année, donc parce qu'on va croître. Et puis, j'espère monter à... On avait un prévu autour de 150 employés l'année prochaine. Donc, on a des grands plans. On a toujours des grands plans de croissance. Est-ce que ça pourrait freiner en quelque sorte ces plans de croissance? Bien, c'est sûr que c'est pas idéal. Hein? On s'entend que ça t'enlève une partie de croissance. C'est sûr que le marché américain, c'est un gros marché. On représente aujourd'hui 93 500 emplois dans le secteur mode et habillement. Donc, environ 12 à 13 % fabriquent des vêtements. On a un impact sur le PIB québécois de 10,9 milliards de dollars. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.
J'en parle avec le ministre des Relations internationales et de la francophonie, Christopher Skeete. Bonsoir, M. Skeete. Bonsoir. Bon, d'abord, comment vous pourriez décrire, en fait, le partage d'informations entre l'équipe de négociateurs canadiens et le gouvernement québécois? Je vous dirais que généralement, ça va très bien, mais c'est sûr que plus d'informations dans le contexte, c'est très utile. Vous savez, on doit préparer notre réponse pour aider et accompagner les entreprises québécoises et protéger l'économie des travailleurs du Québec. Et donc, plus d'informations, c'est toujours plus le bienvenu. On a nommé une émissaire qui sert de courroie, mais des fois, l'information tarde un petit peu. Donc, je vous dirais, généralement, ça va bien, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Mais là, vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez quand même des rencontres statuaires, disons, avec vos homologues? Question peut-être d'avoir un certain partage d'informations? La bonne nouvelle, c'est que ces discussions-là se passent déjà. Notre émissaire rencontre les négociateurs du côté du fédéral. Madame Fréchette rencontre souvent son homologue, qui est M. Carney, et le ministre de l'Économie rencontre ses vis-à-vis. Donc, généralement, ça va bien, mais vous savez, c'est un dossier qui va très vite. Et donc, on s'attend à être inclus davantage parce que nous aussi, on doit se préparer à répondre présent mercredi prochain. Là, 50 de tarifs là, pour les 338, c'est énorme. Et donc, on a besoin d'une information qui est toujours à jour et d'actualité. Et là, il y a la nouvelle politique aussi internationale du Québec qui permet justement au Québec de se déclarer non lié par un accord entre le Canada et les États-Unis. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que le Québec pourrait faire? Bien, bref, ça veut dire que la politique internationale vient dire ce qu'on sait déjà dans nos tripes, nous, les Québécois. C'est qu'on s'attend à être consultés sur les enjeux qui nous concernent. Si c'est dans nos champs de compétences, je pense aux minéraux critiques, je pense à la gestion de l'offre, je pense à la culture, la protection du fait français. Tous des dossiers qui sont très importants pour les Québécois. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne va pas laisser du lest là-dessus, surtout si on ne nous a pas consultés en amont. Et donc, je vous dirais qu'on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. En ce moment, comme je vous ai dit, les discussions vont de bon train. Ouais. C'est sûr que des fois, ça pourrait être mieux, mais je vous dirais qu'on n'est pas du tout dans cette réflexion en ce moment. Mais si jamais là, vous pensiez à cette option-là, vous ne craignez pas non plus la réaction des autres provinces si le Québec décide de se dissocier, par exemple, d'un accord pris par le Canada? Bien, écoutez, le Québec le sait très bien. Peut-être d'autres le savent pas, mais on vit dans une fédération. Il y a des champs de compétences et chaque palier gouvernemental est souverain dans ses champs de compétences. C'est ça, une fédération. Et donc, le Québec vit bien là-dedans, comme vous le savez, et on n'a pas peur de défendre nos intérêts. Et donc, on s'attend à être consulté. Et puis, comme je vous dis, les relations avec le gouvernement fédéral vont de bon train. Généralement, on est mis au pas. On a notre émissaire qui a des bonnes rencontres avec son vis-à-vis qui est dans les négociations. Donc, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Et là, demain, bon, il y aura une deuxième cellule de crise qui est organisée notamment avec l'Union des producteurs agricoles. L'opposition qui vous accuse d'avoir convoqué ces cellules-là, peut-être un petit peu trop tard, que c'est de la poudre aux yeux à quelques jours, en fait, du déclenchement de la campagne électorale. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien, il y a deux choses. Premièrement, c'est terriblement de mauvaise foi. On avait créé une cellule de crise dès la nomination dès la nomination de M. Trump, quand il a mis les tarifs en février 2025. On a eu de nombreuses rencontres et avec M. Legault et avec les secteurs de l'industrie. Mme Fréchette est allée elle-même à Washington rencontrer M. Greer pour avoir des vis-à-vis. Mais je vous dirais, si on écoute la logique des oppositions, on devrait arrêter de gouverner. Bien, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça serait irresponsable. Puis même les acteurs économiques nous l'ont dit. On s'attend à de l'action la semaine prochaine si jamais le pire arriverait. Donc, les oppositions s'opposent pour opposer. Je trouve ça dommage parce que ça serait un moment important de solidarité québécoise. M. Skeete, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir. Au revoir. La Caisse de dépôt et placement du Québec a enregistré un timide rendement de 5,1 pour la première moitié de l'année. C'est ce qui ressort du bilan de mi-année de l'organisation publié aujourd'hui. Il s'agit d'une performance plus basse que son indice de référence de 7,5 L'intelligence artificielle et le conflit au Moyen-Orient auraient fortement affecté les marchés. Les placements dans des fonds privés ont aussi fortement tiré les résultats de la Caisse vers le bas. Plusieurs femmes au Québec sont forcées de se tourner vers un hôpital plus loin que chez elles pour accoucher. Après la fermeture pour quelques jours de la maternité de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca à Victoriaville, c'est maintenant au tour de l'unité de naissance de l'hôpital de Saint-Eustache. Une situation qui inquiète bien sûr de nombreuses femmes. Juliette Poirot a rencontré l'une d'entre elles.
C'est pas nécessairement quelque chose qui me stresse habituellement. Je fais confiance à la vie, mais j'avais hâte de rencontrer mon médecin pour poser mes questions. Je pensais qu'elle allait me rassurer, mais finalement, j'ai vu dans ses yeux que ça allait être un contexte un peu chaotique. L'unité de naissance de l'hôpital Saint-Eustache sera fermée du 14 au 17 août et du 21 au 24 août prochain. Audrey doit accoucher le 24 août, pile au moment où l'unité de naissance sera fermée à l'hôpital. Et depuis qu'elle a appris cette fermeture, eh bien, elle fait tout pour essayer d'accoucher plus tôt. On a eu des rendez-vous de stripping qu'on appelle pour décoller les membranes. Alors, j'en ai eu 2 cette semaine, 2 rendez-vous d'acupuncture. Je mange des dattes, je fais du ballon, etc. Parce que je veux accoucher avant la fermeture. Les gestionnaires travaillent fort pour assurer la sécurité autour de ces fermetures-là de la salle d'accouchement, donc d'aviser les femmes enceintes que les corridors soient clairs, que les patientes soient avisées en amont. On organise des fois un peu plus de déclenchement avant l'abri de service pour essayer d'offrir le service localement. Ce qui est vraiment la situation la plus dangereuse actuellement, puis que nous, on décrit beaucoup, c'est l'instabilité de ces maternités-là, qui ferment, qui réouvrent, qui ferment, qui réouvrent. C'est très, très insécurisant. Le CIS des Laurentides demande aux femmes enceintes d'appeler à l'unité de naissance avant de se déplacer. Une infirmière spécialisée en obstétrique sera présente 24 heures sur 24 pour les évaluer et les orienter vers un autre centre hospitalier, notamment à Laval ou à Saint-Jérôme. C'est mon premier. Mon travail a été très rapide. J'ai accouché dans un laps de temps très court entre mes premières contractions puis le moment où j'avais mon enfant dans mes bras. Donc, souvent, ils disent que 2e accouchement, ça va encore plus vite. De chez toi, c'est combien de temps à la Saint-Eustache à peu près en voiture? 10-12 minutes. OK. Puis là, si jamais tu es redirigé à Saint-Jérôme ou à Laval, on parle de combien de temps? Sans trafic, c'est 30-35 minutes dans les 2 cas. Puis avec trafic, dépendamment de l'heure et... Saint-Jérôme, ça peut nous prendre 1 heure. Laval, 1 heure, 1 heure et demie. Par courriel, Santé Québec Laurentides m'explique que l'hôpital de Saint-Eustache fait face à un manque criant de gynécologues obstétriciens. Et cette situation est loin d'être unique à Saint-Eustache parce que la pénurie de gynécologues obstétriciens se fait ressentir partout au Québec. Il y a actuellement au Québec 50 postes de gynécologues non comblés. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'entretient avec le ministère de la Santé et maintenant Santé Québec pour sonner l'alarme. Le problématique, c'est qu'il manque de gynécologues au Québec. C'est pas qu'on peut pas les inventer. On doit les former, on doit en former plus. Santé Québec affirme que des efforts sont déployés pour remédier à la situation, notamment en multipliant les démarches de recrutement. À Saint-Eustache, Juliette Poirot pour Nouveau Info. L'Europe souffre toujours du temps chaud. La vague de chaleur actuelle en France dure maintenant depuis 17 jours. Elle a dépassé en durée celle de 2003. On parle de 75 départements qui sont toujours en alerte orange canicule, puis la mouche. Demain vendredi, Paris se réveillera sous une chaleur étouffante pour atteindre en milieu de journée 40 degrés. C'est 135 millions de personnes qui sont touchées par cette vague de chaleur, essentiellement en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. À cause de ces chaleurs, 6 réacteurs du parc nucléaire français sont à l'arrêt. Le Danube, 2e plus grand fleuve d'Europe, est si bas que la Roumanie a aussi éteint ses centrales nucléaires. Et en Hongrie, le Danube est également bas et des épaves de la flotte nazie datant de 1944 ont fait surface. Cette 5e vague de chaleur touche également le Royaume-Uni. On parle d'un record absolu. 2/3 du pays est en sécheresse et c'est particulièrement difficile à Londres. It's really, really hot. It never ever seen like that before because it's used to be. It's never that hot. It's just for a short time of the period. But this time it's just prolonged. It's taking too much time. It's really, really hot. Yeah, the heat has been unbearable here, honestly. I can't believe the heats we're having in London, especially because I just don't think we were built for it. Like, there's no real support in the London for this heat because we're not used to it either. Et en France aussi, la sécheresse fait rage. Dans 92 départements, les autorités demandent de restreindre l'usage de l'eau. Eh bien, c'est quasi la totalité du pays. Il faut dire que les canicules à répétition cet été pourraient coûter cher à la France. L'épisode n'est pas terminé. La canicule a été plus longue et plus intense. L'étendue des feux de forêt et de la baisse de la production agricole bien plus importante. On peut estimer un chiffre de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros
de coûts directs et indirects de la canicule de cet été. 15 milliards d'euros, c'est donc 24 milliards de dollars canadiens. Alors maintenant, retour sur la Colombie. Le Mexique a envoyé des secours aujourd'hui, le Chili aussi, et l'ONU a annoncé débloquer 5 millions de dollars pour venir en aide. 3 jours après le séisme de magnitude 7.4, le bilan provisoire est de 265 morts, 3500 blessés et encore 500 personnes de disparues. La recherche de survivants entre maintenant dans une phase décisive puisque peu de gens peuvent survivre sous les décombres à partir de maintenant. Toujours sur la scène internationale au Moyen-Orient, les conditions de vie à bord du porte-avions américain Abraham Lincoln seraient complètement immondes. On parle de nourriture rationnée, difficulté de communiquer avec le monde extérieur, moisissures et même de possibles tentatives de suicide. Là-dessus, je vais faire le point avec le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS, Romuald Siora. Bonsoir, Monsieur Siora. Bonsoir. Donc, le navire est en mer depuis plus de 260 jours. Là, ça représente environ 8 mois. Comment on explique la situation? Écoutez, il y a un problème de logistique évident aujourd'hui qui touche l'armée américaine. Regardez ce problème de munitions. Si demain il devait y avoir une crise dans la région Indo-Pacifique avec la Chine ou une autre puissance, les États-Unis ne seraient pas capables d'intervenir car la guerre en Iran a épuisé leur stock de munitions. Maintenant, c'est ce navire qui est effectivement à l'eau depuis 250 jours, 200 jours exactement sans escale. On parle d'une ration de riz par repas pour les marins. On parle d'une pénurie de savon, on parle de toilettes bouchées, on parle de douches qui à 80% ne fonctionnent pas et effectivement, comme vous l'avez très bien mentionné, de tentatives de suicide de la part de certains marins. Et il s'agit de l'armée américaine, c'est-à-dire de l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun problème de budget, le problème de munitions n'est pas lié à un problème de budget, mais de logistique, c'est-à-dire que les entreprises et les usines américaines n'arrivent plus à fabriquer de munitions assez vite. Et là, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu un problème de logistique, de projection, si je puis dire, de navires qui auraient pu approvisionner le navire en question, l'USS Abraham Lincoln, et tout cela est dû à un manque de préparation. Alors, il ne faudrait pas tout imputer non plus à Donald Trump. Aujourd'hui, les choses sont très sérieuses, puisqu'effectivement, le président a connu quand même une forme de défaite en Iran. Mais est-ce que ça pourrait quand même devenir un enjeu quand même pour son administration? On sent, déjà que c'est lourd de porter la guerre en Iran. Et là, on entend également parler du porte-avions à un certain moment. Est-ce que Donald Trump va devenir peut-être imputable de cette situation-là? Oui, bien évidemment. Comme je vous disais, écoutez, déjà, les démocrates et une grande partie de l'opinion américaine accusent le président d'avoir capitulé face à l'Iran, et c'est une forme de capitulation. Aujourd'hui, tout cela ressemble un petit peu à une débandade. Mais une fois encore, et Dieu sait que je suis le premier à critiquer Donald Trump, les problèmes de logistique et des problèmes systémiques qui sont aujourd'hui si présents au sein de l'armée américaine ne datent pas d'hier. Que ce soit la première administration Trump, l'administration Biden, celle d'Obama, ces problèmes remontent à la deuxième guerre d'Irak en 2003. Donc, c'est toute l'armée américaine qui aujourd'hui devrait se poser des questions et tout le système qui devrait être remis en question. Mais effectivement, à un moment où les États-Unis connaissent une défaite majeure face à l'Iran, tout cela au niveau du symbole fait mal et cela pourrait se payer dans les urnes en novembre pour les républicains. Tout à fait, pour les élections de mi-mandat. Mais est-ce que les États-Unis ne devraient pas rapatrier le plus rapidement possible, justement, ces marins? Ben, écoutez, oui, d'abord, il devrait quand même trouver un moyen d'approvisionner toutes ces personnes. On parle de savon, de nourriture, et on parle des États-Unis d'Amérique, c'est quand même pas très compliqué. On pourrait quand même trouver un moyen d'aider ces soldats, on pourrait déjà trouver un moyen d'évacuer les marins les plus touchés psychologiquement et effectivement de permettre à ce navire de toucher le sol, que ce soit aux États-Unis ou dans un pays ou dans le port d'un pays allié de la région. En tout cas, il y a une solution à trouver très rapidement. Tout à fait. Monsieur Siora, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. À Montréal, déjà que c'est pas toujours très facile de circuler, ça va pas s'améliorer en septembre, parce que les plus lourdes entraves routières de l'histoire récente de la ville sont à prévoir le mois prochain. Pourquoi? C'est en raison du Grand Prix cycliste de Montréal et des championnats du monde UCI de cyclisme. 7 arrondissements de la ville seront touchés avec un total de 36 km de rues fermées. L'avenue du Parc sera entre autres fermée à partir du 7 septembre et ce pendant un mois. La Société de transport de Montréal se dit prête à faire face à ces fermetures. Là, on a une table.
Elle est quand même cute. Oh mon Dieu, Colin. Avez-vous déjà pensé décorer ou meubler votre appartement avec ce que les gens jettent? Sur TikTok, Malo fouille des poubelles fait le tour de ce que les gens mettent à la rue dans son coin à chaque semaine. J'ai été faire la tournée avec elle pour voir ce qu'on peut trouver. J'ai 2 buts pour dans mes runs. C'est du contenu. Des fois, je trouve rien, mais c'est vraiment pour sensibiliser les gens, montrer qu'est-ce que les gens jettent. Ben, ici, je peux ramasser des affaires, puis ben, en utiliser pour redonner, ou ben, faire des Pimp My Trash. Un genre de rack à vaisselle. Les racks à vaisselle, j'en trouve souvent. En un an, j'ai ramassé beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, j'ai déjà pas tout ce que j'ai besoin, mais en termes de déco, je me suis bien gâtée. J'ai trouvé beaucoup de plantes, de fausses plantes, là. Autant des petites plantes comme ça que des plantes qui font ma grandeur. Hey, on a notre première vaisselle de la tournée. On a un gros chaudron qui a l'air quand même en bon état. C'est pas qu'il y a des affaires dedans, là, mais ça, on peut le dropper dans une poubelle à côté, là. Je sais pas. Mais tu vois, le chaudron, il est laid parce qu'il est sale, mais je vais l'inspecter après. Ça fait beaucoup réagir. Les gens qui disent que ça n'a pas de bon sens que les gens jettent. Effectivement, ça n'a pas de bon sens que les gens jettent. Ça, c'est un bon exemple de ce que je prendrais pas. C'est quand même un sujet qui revient souvent, là. En dessous de tes vidéos, les gens parlent beaucoup des punaises de lit, bébites et autres. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? C'est quoi tes précautions? Le mieux à faire, c'est de ne pas s'approcher. Parce que les punaises, ça saute pas, ça fait juste accrocher. J'en ai pas, j'ai toujours pris cette précaution-là. Même les objets que tu prends à côté, il faut que tu fasses attention. Je sais que le plastique, le métal, le verre, les surfaces lisses, les punaises ne s'accrochent pas à ça. Ça s'accroche juste aux surfaces poreuses. Ça c'est intéressant. Même si c'est du bois, tu peux le voir, c'est pas un meuble, tu peux le voir là, que le bois n'a pas l'air tant en mauvais état. Là. Fait que, pas mal de trouvailles d'aujourd'hui. C'est pas très gros, mais quand même, on a réussi à récupérer des choses. C'est une première pour une prison au Québec. Les détenus de la prison de Roberval vont porter un uniforme. Il s'agit d'un projet pilote qui va débuter au mois de septembre. Avec cette initiative, le gouvernement du Québec espère être en mesure notamment de limiter l'affichage à des gangs de rue et diminuer la contrebande. Parlons de sport maintenant, parce que l'Omnium Banque Nationale s'est clôturé ce soir et c'est l'Américain Ben Shelton qui a remporté à Montréal un 2e titre consécutif contre Brandon Nakashima. Et à Toronto, c'est la Polonaise Iga Świątek qui remporte le volley féminin contre Elena Rybakina. Par ailleurs, l'événement a attiré une foule record de 309 000 spectateurs. Alors, demain, ce qu'on va surveiller, autre rencontre d'urgence pour la première ministre Christine Fréchette concernant les tarifs douaniers. Là-dessus, passez une bonne soirée. On se retrouve demain, 17h.